Application de la société civile. On a vu précédemment les applications spécifiques aux chefs d'entreprise et à l'entreprise. Et voyons maintenant les applications sans ou avec démembrement de propriété, puis les applications spécifiques au démembrement de propriété. Application sans ou avec démembrement de propriété. Optimiser la transmission. C'est le domaine de prédilection de la société civile, notamment grâce au capital faible et aussi au jeu des réserves. Prévenir les inconvénients de l'indivision. L'indivision de droit commun, c'est très difficile à vivre. C'est risque de conflit notamment, puis c'est très difficile parfois d'en sortir. Alors que c'est très confortable lorsque l'indivision porte sur des parts de société civile, parce qu'on verra que les indivisaires n'ont aucun pouvoir. Ils doivent être représentés par un mandataire unique. Voilà. Conserver la propriété de ses biens. Oui, la société civile va permettre d'écarter les présomptions de propriété, les présomptions notamment d'indivision ou les présomptions de communauté pour les régimes de communauté. Écarter les personnes indésirables. La société civile est une exception au principe d'interdiction de prohibition des pactes sur succession future. Ça veut dire que même avec la société civile, on pourra par exemple écarter des héritiers de l'associé. Assouplir les règles de la réserve héréditaire, ou plus prosaïquement, comment déshériter. On va respecter les règles de la réserve héréditaire en valeur. Mais vous voyez bien que si on attribue des parts de dépréférence à certains héritiers, ils vont être un peu punis quand même. Garder la gestion d'un bien d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur, voire d'une personne handicapée. Et aussi repousser la récupération de l'aide sociale dans certaines situations. Et enfin, rendre liquide un patrimoine immobilier. La vente d'un immeuble à sa société civile. Et nous verrons, pour les applications propres au démembrement de propriété, la société civile va consolider le démembrement de propriété, elle va éradiquer la plupart des effets négatifs du démembrement de propriété. C'est très bien aussi pour le domaine véritablement de prédilection, il y en a d'autres bien sûr, de la société civile, c'est d'optimiser la transmission et de conserver la gestion, voire de conserver le droit financier, le droit dividende et aussi la jouissance, si les statuts l'ont prévu. Et nous terminerons par le démembrement croisé de parts sociales pour assurer le logement du concubin survivant. Mais c'est peut-être pas forcément une très bonne idée, nous le verrons. Si l'on compare la société civile avec les autres grandes techniques patrimoniales, démembrement, contrat de mariage, assurance vie, la société civile va l'emporter, non seulement parce qu'elle aura des domaines d'application beaucoup plus vastes que les autres, mais également si elle rentre en compétition, et notamment on verra qu'elle peut rentrer en compétition avec l'assurance vie. On va coupler la société civile avec tout ou partie en démembrement de propriété. On verra que l'assurance vie, en termes de coût de transmission, elle est dans les choux. Mais ce sont deux philosophies transmissives totalement différentes. Alors, le contrat de mariage, quelquefois aussi, la société civile est peut-être parfois plus efficace qu'un contrat de mariage pour protéger le conjoint ou l'être cher. Oui. Et surtout que le contrat de mariage, bien souvent, si on veut protéger son conjoint, on va prendre un régime communautaire. Et si on prend un régime communautaire au premier décès, une partie du patrimoine va passer au second conjoint, au conjoint survivant. Et donc, ce que reçoit le conjoint survivant, c'est ce que ne reçoivent pas les enfants. En fait, un contrat de mariage va retarder la transmission et donc va engendrer des coûts supplémentaires par rapport à une société civile qui permet de transmettre aux enfants tout en protégeant le conjoint survivant par des parts de préférence qu'il faut prévoir bien sûr dans les statuts. Mais le domaine très puissant de la société civile, c'est transmettre et garder.
pas garder le capital, sinon il n'y a pas de donation, mais transmettre et garder les pouvoirs, voire les droits financiers, sans avoir à recourir au démembrement de propriété. Ouais. Attention au réflexe systématique du démembrement de propriété. Parfois, il faut se souvenir que le démembrement, la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété donnée. Et quelquefois, il est plus intéressant, si on considère la fiscalité dans son ensemble, de transmettre la pleine propriété, ou parfois les deux. Avantage du capital faible, c'est les droits de mutation à titre gratuit, qu'on appellera DMTG. En donnant les parts d'un capital faible par rapport à la valeur des actifs, la base taxable, le droit de mutation est faible. Je prends l'exemple d'une société civile avec un capital 1. La société civile va emprunter 9 pour acquérir un immeuble à l'actif de 10. Si je donne directement l'immeuble, il n'y a pas de société civile, je donne l'immeuble où il y a même une dette de 9, eh bien, la dette qui a permis à acheter l'immeuble ne va pas, dans les faits, être déductible de la base taxable, droit de mutation à titre gratuit, parce qu'on rappellera qu'il faut au moins 2 conditions, notamment, s'il y a des enfants mineurs, le donataire, celui qui reçoit, il doit prouver que c'est lui qui a pris en charge le remboursement de la dette, et deuxième condition, il y en a d'autres, il faut que l'établissement de crédit donne son accord de transfert du risque des parents vers les enfants. Donc, dans les faits, la dette contractée pour acquérir un immeuble directement n'est pas déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit. Or, lorsque la dette est contractée par la société que je donne les parts, ou alors les enfants mineurs souscrivent directement au capital de la société, bon, il peut y avoir des réticences de certains spécialistes, bon, vous voyez bien que la dette contractée par la société est totalement déductible de la base taxable, le droit de mutation à titre gratuit, et ce, sans aucune condition. Donc, le capital est de 1, je donne le capital, base taxable 1. Alors, on peut penser qu'il y a un inconvénient au capital faible, c'est qu'en cas de vente des parts sociales, il y a une plus-value beaucoup plus forte sur le prix de cession. Pas du tout. Pas du tout. Le capital faible n'a aucune incidence, contrairement à ce que on lit en ce moment. Le capital faible n'a aucune incidence sur le montant de la plus-value en cas de vente des parts sociales. Pourquoi? Parce que au passif du bilan de la société, on a soit des comptes courants qui correspondent à des bénéfices qui ont été distribués, soit des réserves qui correspondent à des bénéfices capitalisés. Eh bien, selon une réponse ministérielle, la part du prix correspondant au compte courant n'est pas imposable. Donc, pas d'incidence pour le compte courant. Et s'il s'agit de réserves, eh bien, on a ce qu'on appelle les arrêts Baradé puis Kemener. Eh bien, lorsqu'on vend les parts, le prix d'acquisition des parts doit être majoré de la quote-part des bénéfices qui ont déjà été imposés. Alors, il s'agit bien des sociétés civiles à l'IR. Vous voyez bien qu'il fallait être fou avant l'arrêt Kemener et l'arrêt Baradé de créer des sociétés civiles à l'IR sans distribuer, parce que si on capitalisait, l'administration fiscale disait non, la valeur des parts, la valeur de la société est bien plus importante puisque vous avez capitalisé les bénéfices de la société, donc la plus-value est forcément importante. Or, dans une société civile à l'IR, c'est la règle de la semi-transparence fiscale, les bénéfices sont réalisés et imposés au fur et à mesure de leur réalisation. Donc, on a déjà une première imposition et en cas de vente des parts, une seconde imposition. Et c'est sur quoi l'arrêt Baradé et l'arrêt Kemener ont mis fin. Il y en a d'autres, des arrêts. Et d'ailleurs, il y a des arrêts parfois encore qui surgissent. On se rappelle le bon souvenir de l'administration, comme quoi, vous voyez... Bon. L'exemple d'un capital faible. Monsieur souhaite transmettre à ses 3 enfants un immeuble qui vaut 1 million d'euros. Il crée une société civile à capital faible. Alors, capital faible, vous voyez, c'est le capital
qui est inférieur au montant de l'investissement. Il aurait pu faire un capital de 1 000 €. Mais on va voir qu'un capital trop faible peut poser des difficultés de trésorerie. Et si on n'a pas la trésorerie nécessaire pour apporter un compte courant d'associé, c'est une catastrophe ça peut être une catastrophe pour la société. Donc, la société emprunte 700 000 à 5% l'an sur 15 ans et la société achète l'immeuble pour 1 million. Donc, voici le bilan d'ouverture de la société. À l'actif, 1 million, au passif, le capital, 300 et l'emprunt contracté par la société, 700 000. Vous voyez que le capital est de 300 000, il y a 3 enfants. Alors, il ne faut pas raisonner comme ça, hein. Je vais donner juste de l'abattement de 100 000 parce que sinon, vous commencez à agir, à mener votre vie en fonction de la fiscalité. Donc, comme la fiscalité, elle change tout le temps, et bien à ce moment-là, vous allez calquer votre vie selon l'administration fiscale. Ah, il y a un abattement de 100 000, hop, je donne 100 000. Ce n'est pas forcément un bon raisonnement, parce que si l'abattement est passé à 1 million, vous devriez donner 1 million à vos enfants. Enfin, vous voyez, ça ne tient pas la route. Monsieur fait une donation partage du capital de la société 300 000 à ses 3 enfants. Donc, 3 enfants, un abattement de 100 000 par parent, il y a un seul parent. Donc, le droit de mutation à titre gratuit, les DMTG sont nuls. Si il avait donné directement l'immeuble assorti de l'emprunt, qui n'était pas déductible parce que les enfants sont mineurs, eh bien, les droits de mutation à titre gratuit auraient été de 134 000 €. Donc, j'ai bien économisé, grâce à la société, 134 000 €. On va poursuivre. Les loyers sont de 40 000 € par an. Les bénéfices de la société, pour simplifier, c'est les loyers moins les intérêts de l'emprunt servent à rembourser la dette. Et la trésorerie est insuffisante et le parent doit apporter chaque année 26 000 € et sur les 15 ans au total 396 000 €. Voici l'échéancier du crédit amortissable. Au total 396 000 €. Et on a la colonne trésorerie à droite. La société aurait pu souscrire un emprunt in fine. Catastrophe. Alors, pas d'emprunt in fine, s'il vous plaît. Alors, vous me connaissez, hein, je suis un peu catégorique parfois, mais il n'y a aucun intérêt, le crédit in fine n'a aucun intérêt pour le client, pour la banque, oui, ça c'est sûr. On va à peu près doubler les intérêts de l'emprunt. Et j'ai entendu certains conseils dire « Ah oui, mais c'est plus intéressant le crédit in fine parce que comme il y a 2 fois plus d'emprunts que le crédit amortissable, eh bien le client peut déduire plus des intérêts de l'emprunt. » Ah! Donc, cher client, pour vous enrichir, perdez de l'argent. Enfin, dépensez de l'argent auprès de la banque et comme ça, vous pourrez encore plus déduire des intérêts de l'emprunt. Bon. Mais, alors vous voyez, ici, en fait, les sommes apportées, alors c'est vrai qu'on n'a pas l'avance de trésorerie pratiquement à faire chaque année, mais à la fin, on a bien presque 700 000 € à apporter au lieu de 400 000. Donc, ça fait lourd quand même, hein. Il faut avoir la trésorerie. Si vous ne l'avez pas, il y a forte chance que la banque vende l'immeuble pour se faire rembourser. Mais en fait, le crédit in fine est beaucoup moins intéressant aussi en termes de coût de la transmission. En effet, le crédit in fine, eh bien, comme il y a plus d'intérêt de l'emprunt, donc les bénéfices sont moindres, donc les résultats qu'on peut porter en réserve sont moindres. Or, les réserves ou le report à nouveau, hein, attention à ne pas trop affecter trop vite en réserve parce qu'en cas de démembrement de propriété, les sommes prélevées sur les réserves reviennent aux nus propriétaires et si vous ne vous entendez pas plus avec les nus propriétaires, vous êtes un peu chocolat quand même. Donc on porte les bénéfices en report à nouveau et on verra si on les porte en réserve parce qu'une fois que vous les avez portés en réserve, c'est définitif. Pas de solution pour revenir en arrière. Donc voilà, le crédit in fine, comme il y a plus d'intérêt, il y a moins de bénéfices et les réserves au bout de 15 ans totalisent 75 000 € contre plus de 300 000 pour un crédit amortissable. Et comme j'ai eu la bonne idée d'associer les enfants tout de suite à la création, c'est le cas ici,
bien, vous voyez que les réserves, ben, elles enrichissent les enfants au fur et à mesure du remboursement du crédit à la banque. Donc c'est mieux quand même, hein. Alors je reprends le raisonnement avec le crédit amortissable, hein. Eh bien, le compte courant du parent, on a vu qu'il fallait apporter 26 000 euros par an en compte courant d'associé. Ce compte courant pourra être remboursé grâce à la trésorerie après le remboursement du crédit qui proviennent des loyers après. Et il faudra, en plus de la durée du crédit, 9 à 10 ans pour effacer totalement, pour purger le compte courant d'associé. Mais en tout cas, on a vu qu'on avait fait réaliser une économie de 130 000 euros. Ça c'est sûr, c'est pris, hein. Alors on peut aussi optimiser la transmission en ne donnant que la nue propriété, par exemple, hein. Mais ici on a vu qu'on ne payait pas parce qu'on avait un abattement de 100 000 euros par enfant. Et j'y reviendrai, par le jeu de l'affectation des bénéfices en réserve, puis une distribution en faveur des nus propriétaires. On verra que dit la Cour de cassation sur cette pratique-là. Alors, c'est vrai que depuis 2005, c'est vrai que la dette contractée à titre personnel pour acheter un immeuble est déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, mais comme je le soulignais tout à l'heure, il faut au moins 2 conditions. Alors, les conditions, je les rappelle, le donataire doit démontrer qu'il a pris en charge le remboursement de la dette lui-même. Alors, si les enfants sont mineurs, c'est impossible. Et une deuxième condition, il faut l'accord de l'établissement de crédit. Et l'établissement de crédit, il fait un peu la tête parce que le risque n'est pas le même. Il avait prêté à vous, et là, les enfants, ils n'ont peut-être pas la même surface financière. L'emprunt et la société civile. Donc, si la société civile emprunte, est-ce qu'il faut donner aussitôt les parts à ses enfants ou leur faire souscrire au capital à l'entrée? Alors, la souscription au capital à l'entrée, il peut y avoir certaines réticences de spécialistes, comme on dit. Donc, on va faire peut-être l'inverse, même si c'est un peu compliqué. Il va y avoir modification statutaire. Donc, je vais donner plutôt, je vais souscrire moi-même au capital de la société et peut-être donner les parts ensuite aux enfants. Donc, donation des parts. Eh bien, la dette contractée par la société est totalement déductible de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, alors que si je donne l'immeuble, le crédit n'est pas déductible de la base taxable. On peut accélérer la transmission par le jeu de l'affectation des bénéfices en réserve et par une distribution inégalitaire du dividende. Donc 2 techniques ici. On affecte les bénéfices en réserve et on distribue au profit des nus propriétaires, puisque selon 2 jurisprudences, une chambre commerciale et une chambre civile, la part des bénéfices prélevés, de dividendes prélevés sur les réserves revient aux nus propriétaires. Et on peut aussi procéder à une distribution du dividende inégalitaire. Mais moi, je fais l'inverse, hein. Vous allez voir que moi, je travaille pour l'administration fiscale. Alors que là, ceux qui appliquent ces techniques-là, ils veulent travailler contre l'administration fiscale. C'est l'exemple les enfants, parce que personne ne veut transmettre à des enfants mineurs, ils sont trop petits, on ne sait pas ce que ça va se passer, mais alors, vous savez que je suis un fervent défenseur de la transmission le plus tôt possible aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, parce que ce qui fait le plus mal au plan fiscal, c'est la transmission du patrimoine. On a un taux marginal de 45% quand même. Bon. Et donc la plupart des personnes, alors voilà, on va voir le cas de la jurisprudence qui a été traitée, c'est les enfants sont minoritaires en capital, mais les parents décident de distribuer la majeure partie du dividende alors qu'ils sont minoritaires en capital. Et l'administration fiscale, elle a dit, non, là, attendez, quand même, vous transmettez en fait un capital à vos enfants. Alors, je ne parle pas éventuellement, si c'est une société à l'IS, il y aura peut-être l'imposition du dividende en tant que revenu distribué, mais je ne parle que les droits de mutation à titre gratuit.
Eh bien, c'est vrai que si je décide de distribuer un dividende à des enfants qui sont minoritaires en capital, je transmets bien un capital en franchise de droit de mutation à titre gratuit. Donc l'administration fiscale, elle a réagi. Alors, elle a été déboutée, mais le risque est là. Toujours, quelle est l'intention du contribuable? Si c'est pour bon, ben, voilà, l'administration fiscale, elle va le pister. Et puis après, ben, on va avoir l'abus de droit pour le principalement fiscal. Donc, il faut arrêter. Alors, deux choses. La liberté d'affecter c'est l'usufruitier, sauf clause contraire, qui a vocation à affecter le bénéfice. Il peut l'affecter soit en report à nouveau, soit en réserve. Donc, ma préférence, c'est en report à nouveau. Mais il peut très bien décider de l'affecter en réserve et ensuite une décision de distribuer la majeure partie du dividende au nu propriétaire, puisque sur la jurisprudence, ça leur revient. Et il y a une deuxième possibilité, c'est la distribution inégalitaire du dividende, soit par une clause statutaire appropriée. Et si par la clause statutaire appropriée, eh bien si les associés, si on veut décider d'une répartition de dividendes qui soit différente de celle des statuts du pacte social, il faut que la décision soit prise à l'unanimité avant la clôture de l'exercice et qu'elle soit enregistrée. C'est un peu lourd, donc je vais prévoir plutôt la clause statutaire. Alors, voici les jurisprudences. D'une part, en ce qui concerne la liberté d'affecter le bénéfice en réserve puis de distribuer en faveur des nus propriétaires, et celle qui concerne la distribution inégalitaire de dividendes. Alors, on va le voir que non seulement la jurisprudence, mais aussi la loi consacre la possibilité d'une distribution des bénéfices et du dividende inégalitaire, 1844 du Code civil. La part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital, le tout sauf clause contraire. Malgré cela, malgré la loi et la jurisprudence constante, alors, s'il y a autant de jurisprudence, qui attaque? C'est l'administration fiscale. À chaque fois, ça a été l'administration fiscale qui attaque. Donc, voilà, encore méfiance. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours des belles histoires et des vraies histoires à raconter et non pas de tenter d'habiller. Affectation des bénéfices en réserve et distribution ensuite aux nus propriétaires. Absence de donation indirecte. Et voici la jurisprudence. Normalement, le fruit, les jours après jour, sauf exception maintenant, depuis 2006, depuis les premières décisions de la Cour, eh bien pour une société, le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende. Et que, avant cette attribution de dividende, l'usufruitier n'a aucun droit sur les bénéfices. Mais on a vu les questions en début de formation. Qui a droit aux bénéfices? C'est la société. Les bénéfices n'appartiennent pas à l'usufruitier. Le fruit ne naît qu'à partir de la décision prise en assemblée de distribuer un dividende et qu'avant cette décision-là, l'usufruitier n'a aucun droit sur le bénéfice. Ainsi, en participant à l'assemblée qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation en faveur du nu propriétaire. Parce que pour qu'il y ait donation, il faut vous remplir plusieurs conditions. Et notamment, il faut posséder le bien. Or, comme l'usufruitier n'a aucun droit sur le bénéfice, et donc en affectant simplement le bénéfice, il ne consent pas de donation. Alors, c'est vrai, bon, donc il ne peut pas y avoir qualification de donation, mais vous voyez bien que si l'intention du contribuable, c'est de transmettre en faveur du nu propriétaire, là on peut se poser la question, est-ce que le but n'est pas principalement fiscal? Parce que l'histoire ici à raconter, elle va être difficile à trouver. Alors que, moi je ne fais pas ça.
Et la deuxième chose, c'est la répartition inégalitaire de dividendes, voire du boni de liquidation. Le boni de liquidation, c'est ce qui reste lorsque on casse la tirelire, au moment de la dissolution de la société. La loi, la jurisprudence, la doctrine fiscale, quelle est la position? On a vu que l'administration fiscale, c'est elle qui attaque le fait qu'on procède à des distributions inégalitaires de dividendes. Pourtant, la loi le consacre du 144.1. La part des bénéfices et des pertes est à proportion du capital social, le tout sauf clause contraire. Vive la clause contraire. Et le bonus de liquidation, c'est pareil. Alors, ce n'est pas à proportion de sa part dans le capital, mais c'est à proportion des bénéfices, sauf clause contraire. Vous voyez ? Le dividende proportionnel à la part dans le capital. Bonus liquidation proportionnelle à la participation aux bénéfices. On va retenir ça. Pourquoi? Parce que dans l'article 8 du Code général des impôts, on va voir que c'est la répartition, l'imposition est à proportion des bénéfices sociaux et non pas du capital. Partage possible, donc de dividendes par associé, par droit de vote. Et la répartition des bénéfices peut être différente de celle des pertes. D'ailleurs, quand on limite la responsabilité des enfants mineurs jusqu'à leur majorité, on l'exonère des pertes pendant leur minorité. Eh bien, vous voyez que c'est une clause de répartition inégalitaire du résultat. Et la seule limite à la liberté statutaire, c'est la clause léonine, celle qui procure un avantage exorbitant. Donc la clause de répartition inégalitaire ne doit pas attribuer la totalité des bénéfices à un associé ou de l'exonérer de la totalité des pertes, ou au contraire, priver un associé de la totalité des bénéfices ou de lui affecter la totalité des pertes. Donc c'est la totalité. Donc vous voyez, et encore, cette totalité s'apprécie sur plusieurs années consécutives. Alors j'ai plusieurs jurisprudences, 7 ans pour l'une, 20 ans pour l'autre. C'est le refus systématique de distribuer un dividende. Et on va voir que le risque, finalement, n'est pas grand-chose. Donc, selon la jurisprudence, possibilité d'une distribution inégalitaire et soit par une clause statutaire, soit par un accord unanime des associés avant la clôture de l'exercice. Donc, vous voyez, la jurisprudence ici, elle est vraiment constante. Il n'y a pas de jurisprudence contraire. Alors, je vous en ai mis une, donc de 2012. Alors, la situation, c'est des parents et enfants sont associés d'une société civile. Les parents détiennent l'usufruit de la majorité des parts et ils décident que les enfants vont percevoir la majeure partie du dividende dans les 5 années à venir. Alors, vous avez vu, précédemment, on a vu la libre répartition d'affectation et de distribution en faveur du nu propriétaire. Là, c'est la libre répartition du dividende, que les parts soient démembrées ou pas. Eh bien, ici, l'administration fiscale, là encore, a attaqué en disant, attendez, vous décidez de transmettre alors que les enfants sont minoritaires en capital, vous décidez de transmettre un capital à des minoritaires, donc en franchise de droit de mutation à titre gratuit. Donation indirecte, dit l'administration fiscale. Pas du tout, dit la Cour, pas de donation indirecte. Pourquoi? Parce que pour une donation, il faut posséder le bien. Or, la décision d'affecter le bénéfice, le dividende dans les 5 années qui viennent, il n'est pas présent, le dividende, il n'est pas encore présent dans le patrimoine du soi-disant donateur. Donc, il n'y a pas de donation. Donc, il n'y a pas de donation indirecte. Donc, il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit. Alors, là aussi, quelle est l'intention du contribuable? Parce que si l'intention du contribuable, c'est vraiment, et je ne vois pas d'autre histoire, que de transmettre à ses enfants un patrimoine, maintenant, on a l'abus de droit pour le but principalement fiscal. Donc voilà, donc la décision de la Cour, une donation suppose que les biens soient présents dans le patrimoine du donateur. Le dividende, pour les 5 années qui viennent, il n'est pas né. Alors, l'argument fiscal, attendez, même l'administration fiscale reconnaît que
dans l'article 8 du Code général des impôts, c'est la loi fiscale, pardon, c'est pas l'administration fiscale, c'est la loi fiscale, c'est que les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux et non pas du capital qui correspond à leurs droits dans la société. On a deux instructions fiscales, mais malgré cela, eh bien, l'administration fiscale saisit la Cour de cassation. Donc, voici les instructions fiscales. On peut très bien, dans un acte ou une convention, définir des droits différents dans les bénéfices sociaux. Et elle prend acte de la jurisprudence pour dire que l'insertion d'une clause de répartition inégalitaire des bénéfices au profit de nu propriétaire pourrait encourir les foudres de l'abus de droit si l'opération poursuivait soit un but exclusivement ou principalement fiscal. Donc, c'est à l'administration fiscale d'apporter la preuve. Voilà. Et lorsque les parts sont démembrées, on a l'instruction fiscale qui dit que l'usufruitier est imposable. Alors, c'est une règle fiscale. On peut se poser la question, comment se fait-il que l'administration fiscale puisse établir une règle juridique? Parce qu'elle dit que l'usufruitier est imposable sur les bénéfices courants et le nu propriétaire sur les bénéfices exceptionnels, sauf convention régulièrement conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice. Puis elle se dit, les bénéfices courants, la vente de titres, bénéfices courants. Ah non, oui, mais attendez, la vente d'un immeuble, un bénéfice exceptionnel. Hein. Et puis, la vente de participation aussi. Hein. Pour qui, pourquoi, voilà. Donc, vous voyez, elle conçoit bien qu'on puisse avoir une convention de répartition différente de celle de la participation au capital, et pourtant, elle attaque les clauses de répartition inégalitaire.